Imaginez l'outil le plus puissant pour traiter une blessure psychologique profonde. C'est pas une évaluation psychiatrique hyper complexe ou une nouvelle technologie médicale. C'est simplement le fait de prendre la question qu'est-ce qui ne va pas chez vous et de la remplacer par que vous est-il arrivé. Ouais. C'est vrai que ce glissement, juste quelques mots en fait, ça redéfinit complètement la posture de celui qui écoute. Absolument. On passe vraiment d'un regard clinique qui cherche presque une pathologie à réparer à un regard humain qui essaye de comprendre un parcours de survie. C'est, c'est le fondement de la prise en charge tenant compte des traumatismes. Et c'est précisément le cœur de notre plongée dans les sources aujourd'hui. On se penche sur un document publié en 2024 par le gouvernement australien. C'est un guide pratique destiné aux professionnels pour accompagner les victimes et les survivants d'abus sexuels sur mineurs. Un guide très exhaustif d'ailleurs. Très exhaustif, ouais. Et on pourrait s'attendre, vu la source gouvernementale, à un texte super bureaucratique, froid, avec plein de jargon administratif, quoi. Mais dès les premières pages, on est frappé par une philosophie qui est étonnamment humaine et surtout axée sur les forces de l'individu. La mission de ce guide, elle dépasse largement le cadre d'un simple manuel de procédure. Ça formalise vraiment une évolution radicale de notre façon de comprendre la détresse, en fait. C'est-à-dire, Eh bien, historiquement, la psychiatrie ou le travail social avait tendance à isoler le symptôme. Par exemple, une personne souffre d'addiction ou d'anxiété sévère, le système s'attaquait directement à ce comportement. Alors qu'aujourd'hui, l'approche exigée par ce document, c'est de toujours enquêter sur le contexte. c'est un peu comme regarder une maison dont le toit s'affaisse de manière inquiétante, en fait. Ouais, c'est une bonne image. L'ancienne méthode, ce serait de critiquer la maison, de la pointer du doigt en disant «Mais pourquoi tu es de travers? T'es super mal construite» et d'essayer de redresser le toit de force. C'est exactement ça. Alors que la nouvelle méthode, celle du guide, elle propose de descendre dans la cave et d'examiner les fondations pour voir quel séisme les a fracturées. On reconnaît que la structure a fait de son mieux pour tenir debout malgré la secousse, quoi. Et chercher ce séisme, ça demande d'explorer plein de dimensions pour sécuriser à nouveau ses fondations. Le guide est ultra précis là-dessus. Il ne s'agit pas juste de donner une adresse sûre ou, je sais pas, de verrouiller une porte. Ah non, il y a 6 domaines d'intervention, c'est bien ça? C'est ça, 6 domaines. Mais le noyau dur, c'est vraiment de garantir une sécurité multidimensionnelle. Donc une sécurité physique, bien sûr, mais aussi psychologique, émotionnelle, spirituelle et même culturelle. On crée une sorte d'enveloppe complète autour de la personne. Et cette sécurité, j'ai vu qu'elle passe aussi énormément par le langage. Les sources consacrent toute une section au pouvoir des mots et c'est passionnant. Le débat sémantique autour des mots victime et survivant illustre bien cette restitution de pouvoir, non? Tout à fait. Le terme survivant est très souvent mis en avant parce qu'il évoque l'autonomisation. Il y a une vraie notion d'action, de résilience. C'est l'idée d'une projection vers l'avenir, en fait. Ouais, comme si le pire était passé et que la personne construisait la suite. Exactement. Mais bon, le terme victime reste quand même crucial dans de nombreux contextes. Pour certaines personnes, les séquelles sont tellement lourdes au quotidien qu'elles n'ont absolument pas le sentiment d'avoir survécu à quoi que ce soit, en fait. Elles sont encore en plein dedans. Voilà, elles subissent encore l'impact de l'abus tous les jours. Donc utiliser le mot survivant pour elles, ça pourrait minimiser la violence de ce qu'elles traversent encore. Et puis, le terme victime est indispensable pour honorer ceux qui, tragiquement, ont perdu la vie des suites de ces violences. D'ailleurs, les sources vont encore plus loin en disant que certaines personnes rejettent catégoriquement ces deux étiquettes. Ah oui, complètement. Elles refusent d'être définies par le prisme de l'agression, quel qu'il soit. Parce que le traumatisme, c'est une perte totale de contrôle. C'est une expérience où le libre arbitre est arraché à la personne. Donc la toute première étape de la guérison, c'est vraiment de lui redonner le pouvoir de choisir le vocabulaire de sa propre histoire. C'est fondamental. Le langage prépare le terrain. Mais bon, après, les professionnels se heurtent inévitablement à la réalité physiologique du traumatisme. Une fois le cadre posé, il faut gérer les réactions imprévisibles du corps. Le fameux aspect neurobiologique. Ouais. Et c'est là que le guide introduit un concept clé, la fenêtre de tolérance émotionnelle. Alors, concrètement, pour les gens qui nous écoutent, on peut imaginer cette fenêtre comme une zone de confort du système nerveux. Quand on est à l'intérieur de cette fenêtre, les événements stressants de la vie peuvent être traités de manière à peu près rationnelle. On arrive à garder le cap, quoi. C'est ça, on pense clairement, on utilise notre cortex préfrontal. Mais face à un déclencheur lié au traumatisme, la personne est violemment éjectée de cette fenêtre.
Et le guide explique que cette éjection prend généralement deux directions opposées, c'est bien ça. L'hyperexcitation ou l'hypoexcitation. Vous avez tout résumé. L'hyperexcitation, c'est vraiment une mobilisation massive d'énergie. Le cerveau perçoit une menace mortelle, même si le déclencheur est totalement inoffensif dans le présent. Du genre une certaine odeur ou juste le bruit de clé dans une serrure. Exactement. L'amygdale, qui sert de détecteur de fumée au cerveau, prend le contrôle et coupe direct la communication avec le cortex préfrontal. Le système nerveux sympathique s'emballe, ce qui provoque la fameuse réaction de lutte ou de fuite. La personne est submergée par la panique, son cœur explose, elle est en vigilance extrême. Mais l'autre extrémité, l'hypoexcitation, elle me semble presque plus complexe à décoder de l'extérieur, non? Parce que là, c'est le système qui disjoncte complètement. C'est le grand vide, oui. C'est une immobilisation. La personne semble déconnectée, absente, figée, comme si elle n'habitait plus son propre corps. En fait, c'est le système nerveux parasympathique qui déclenche une réponse de figement, une dissociation profonde. Face à une terreur que le corps ne peut ni fuir ni combattre, la seule option biologique qui reste, c'est de s'engourdir, de se couper de la réalité pour survivre. Mais attendez, j'entends bien l'approche clinique qui cherche à ramener la personne dans sa fenêtre de tolérance, mais cette dissociation, c'est pourtant un mécanisme absolument brillant de la part du cerveau humain, non? C'est le système qui fait sauter les fusibles pour éviter que toute la maison prenne feu. C'est vrai, c'est un mécanisme de survie exceptionnel sur le moment. Du coup, si on utilise des techniques pour forcer la personne à revenir à la réalité, on risque pas de la brusquer et d'aller à l'encontre de sa propre biologie? C'est une excellente remarque. Le problème avec ces fusibles qui sautent, c'est que, oui, ça évite l'incendie sur l'instant, mais ça plonge aussi toute la maison dans le noir. Et vivre en état de dissociation chronique, c'est vivre dans une obscurité permanente. Ah, je vois. C'est invivable sur le long terme. Exactement. La connexion aux autres et la simple gestion du quotidien deviennent impossibles. Donc l'objectif du guide, c'est pas de détruire violemment ces défenses, car elles ont été vitales. Le but, c'est d'offrir un chemin sécurisé vers le présent, avec une extrême douceur. Et c'est là qu'interviennent les techniques d'ancrage, si j'ai bien compris. Le but, c'est de créer une sensation de sécurité physique si forte que l'amygdale finit par désactiver l'alarme. Le document détaille des méthodes sensorielles très pratiques, comme la règle des 5, 4, 3, 2, 1. Oui, on demande à la personne de nommer des choses qu'elle voit autour d'elle, de se concentrer sur des sons spécifiques, de toucher une texture. Ça permet de ramener l'esprit dans la pièce. Les techniques corporelles jouent le même rôle aussi, je crois. Ramener la conscience sur les pieds ancrés dans le sol, ou même demander à la personne de serrer les poings très fort avant de relâcher. Tout à fait. Et le professionnel accompagne ces gestes avec des phrases répétitives, super simples comme « Tu es en sécurité ici et maintenant ». Ça envoie un message neurologique direct au cerveau limbique pour lui prouver que le danger du passé, elle n'est plus là. Bon, donc l'ancrage sensoriel permet de stabiliser le système nerveux et de survivre à la crise immédiate. Sauf que, et le guide est très critique là-dessus, dès que cette personne franchit la porte pour chercher de l'aide à long terme, elle affronte une toute autre menace. La bureaucratie. Ah oui, le fameux circuit des orientations. Et pour le coup, le gouvernement australien n'y va pas par quatre chemins pour critiquer son propre système social. C'est vrai. Le parcours classique, c'est une véritable machine à retraumatiser. Imaginez, une victime rassemble un courage énorme pour révéler son abus. Elle arrive à un premier guichet, elle déballe son histoire, ce qui lui demande une énergie folle pour s'entendre dire « Désolé, vous n'êtes pas au bon endroit, tenez, voici un numéro, appelez-les. » Voilà, c'est terrifiant. C'est aberrant. Donc, elle appelle ce nouveau numéro, doit tout raconter à nouveau à un parfait inconnu, qui va souvent la renvoyer vers encore un autre spécialiste. Répéter le récit de l'agression à chaque étape, ça épuise la personne jusqu'à ce qu'elle abandonne purement et simplement ses soins. C'est ce qu'on appelle l'attrition. Et pour éviter ce désastre, le guide insiste sur une pratique cruciale, l'orientation bienveillante, ou warm referrals en anglais. Et ça exige un changement de posture radical de la part du professionnel, non? Complètement. Il est jugé inacceptable de juste glisser un bout de papier avec un numéro vert sur le bureau. Le professionnel doit devenir un pont. C'est fou, en lisant ça, je me disais que c'est vraiment la différence entre distribuer une carte géographique illisible à quelqu'un de perdu en pleine tempête de neige et ouvrir la portière de sa propre voiture, faire monter la personne au chaud et la conduire physiquement chez elle. C'est une super métaphore. En la faisant monter dans la voiture, le professionnel assume la charge mentale de la navigation institutionnelle. Concrètement, l'accompagnant passe l'appel avec ou pour la personne. Il fait les présentations, il transmet lui-même les informations cliniques pour que la victime n'ait pas à revivre son traumatisme à chaque fois.
Ça peut même aller jusqu'à l'accompagner physiquement au nouveau rendez-vous, c'est ça? Oui, dans certains cas. Et il y a aussi un suivi proactif, relancer la personne quelques jours plus tard pour être sûr que le lien est bien établi. Mais c'est une logistique colossale à l'échelle d'un pays entier. Pour qu'un gouvernement décide de transformer toute sa philosophie de soins comme ça, c'est qu'il y a urgence. Et ça nous amène aux données de l'étude australienne sur la maltraitance des enfants de 2023. Les chiffres m'ont glacé le sang. Ils sont accablants, oui. 28,5% des Australiens ont subi des abus sexuels pendant leur enfance. Plus d'une personne sur quatre. L'ampleur est nationale, c'est presque endémique et très silencieux. Et les disparités démographiques sont énormes. Plus d'une fille sur trois est touchée. Mais la statistique qui m'a le plus choquée, c'est celle concernant les personnes de genre divers, qui rapportent avoir subi ces abus à un taux effarant de 52%. Plus de la moitié, oui. Comment on explique une telle concentration des agressions sur des profils spécifiques comme ça? C'est pas du hasard. Non, pas du tout. En fait, les prédateurs ne cherchent pas seulement une opportunité, ils cherchent avant tout l'isolement. Un adolescent dont l'identité de genre crée des frictions avec sa famille se retrouve souvent marginalisé. Et le prédateur y perçoit très bien ce gouffre émotionnel, et il l'exploite. Ils s'engouffrent dans la faille, quoi. C'est ça. Il se positionne comme le confident exclusif, le seul adulte qui comprend vraiment l'enfant. C'est pour ça que les populations isolées ou discriminées sont systématiquement surreprésentées. Et cette manipulation s'inscrit dans la durée. Le rapport souligne que pour 78% des enfants victimes, l'abus s'est produit plus d'une fois. Et pour 11% d'entre eux, plus de 50 fois. C'est là qu'on entre dans la mécanique du grooming, la manipulation préparatoire. Le grooming, c'est vraiment de l'ingénierie sociale redoutable. Le prédateur s'infiltre souvent dans le cercle de confiance. C'est rarement l'inconnu dans la ruelle sombre. Il tisse une toile autour des parents eux-mêmes, se rend indispensable, offre des cadeaux, se crée une réputation impeccable. Donc quand l'abus commence, l'enfant est totalement piégé. Totalement. Sa boussole interne est détruite, parce que l'adulte qui le violente est précisément celui en qui ses propres parents ont le plus confiance. Cette destruction des repères affectifs, ça nous amène à un concept hyper profond de l'exploration Hockey, le traumatisme intergénérationnel. Le document australien aborde cette réalité de front, surtout pour les peuples aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. Le texte relie le traumatisme des abus à l'histoire coloniale avec ses fameuses générations volées. Oui, ces enfants autochtones qui étaient systématiquement retirés à leur famille par l'État pour être placés dans des institutions ou des familles blanches. L'assimilation forcée. Exactement. Et ça a dynamité les structures mêmes qui permettent de réguler la souffrance. On a détruit la transmission des modèles familiaux protecteurs en plaçant ces enfants dans des environnements institutionnels, froids, très souvent abusifs. C'est une tragédie absolue. Mais je me posais une question en lisant ça. Comment un traumatisme historique comme ça se transmet-il biologiquement et socialement à un enfant d'aujourd'hui? Un enfant qui n'était même pas né lors de ces politiques d'assimilation. Eh bien, la transmission opère par le biais du développement neurobiologique et de l'attachement. Imaginez ces victimes devenant adultes. Elles ont grandi avec une dérégulation nerveuse constante. Donc, quand elles deviennent parents à leur tour, la corrégulation entre leur système nerveux et celui de leur bébé est altérée. La corrégulation, ouais. Oui. Un nourrisson calibre son propre système nerveux en se synchronisant sur celui de son parent. Si le parent est chroniquement terrifié, ou au contraire en état de dissociation, le cerveau du bébé se câble pour percevoir le monde comme une menace permanente. Ah, je vois. Le traumatisme du parent devient littéralement l'environnement de développement de l'enfant. Les circuits de la sécurité se forment pas correctement, ce qui crée une hyper-réactivité au stress et tragiquement une vulnérabilité accrue aux futurs abus. C'est la définition même d'une chaîne ininterrompue de détresse. C'est pour ça que le BID insiste sur la sécurité culturelle. C'est pas juste un terme politiquement correct, hein. C'est une nécessité thérapeutique vitale. On ne peut pas réparer ça avec une approche clinique occidentale froide. Les parcours de guérison doivent être dirigés par des pairs autochtones, par la communauté. C'est tellement logique. Au final, en analysant ce guide de 2024, c'est frappant de voir que ces protocoles nous enseignent une sorte de grammaire universelle de l'empathie. Écouter pour comprendre ce qui est arrivé, au lieu de juger, stabiliser un système nerveux paniqué par des sensations d'ancrage simples et refuser d'abandonner une personne dans le labyrinthe des institutions. Tout à fait. Et je dirais même qu'il y a une idée assez vertigineuse qui ressort de tout ça. Laquelle? Eh bien, la mécanique de transmission nous oblige à voir la souffrance comme une onde de choc à travers le temps, n'est-ce pas? Mais si le traumatisme non traité possède cette capacité incroyable de voyager à travers l'arbre généalogique,
pour affecter des enfants qui ne l'ont pas vécu, la guérison obéit sûrement aux mêmes lois. Oh, waouh, c'est puissant ça. Le travail titanesque qu'accomplit une seule personne aujourd'hui, trouver la force de demander de l'aide, apprendre à élargir sa fenêtre de tolérance, ça ne s'arrête pas à elle. En réapprenant la sécurité, elle modifie la corégulation qu'elle offrira à ses propres enfants. Elle réécrit le code émotionnel de ses descendants. Exactement. Elle brise la chaîne pour toutes les générations à venir, et ça, c'est porteur d'un espoir immense.